Nous sommes mercredi, vous êtes nombreux à nous recevoir des 4 coins du Burkina Faso et même au-delà. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal du 1er au 10 décembre 2020, le RELAC tient sa 15e édition des traditionnelles journées nationales du refus de la corruption. Le lancement officiel des activités a eu lieu hier mardi. Les détails pour vous tout à l'heure dans ce journal. Et puis l'esclavage, ce phénomène très actuel partout dans le monde. Ce 2 décembre, la communauté internationale célèbre la journée de son abolition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir à chez vous. Nous débutons cette édition par une note d'agriculture. Les premiers acteurs du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA ont tenu un atelier ce mercredi en vue de valider les rapports de la capitalisation des acteurs du dit programme ainsi que la stratégie de sortie. Cet atelier permettra de donner des orientations sur la manière de clôturer donc le dit programme qui est mis en œuvre depuis 2013. Gédon Tabsoba, Antoinette Bénon nous en disent plus. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA, qui est un programme né de la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Danemark et qui entre en droite ligne avec le PNDS, tire à sa fin. En vue de capitaliser les expériences du dit programme, un atelier de validation des rapports de la capitalisation des actions du PCESA et de la stratégie de sortie s'est imposé. Les premiers acteurs souhaitent évaluer et trouver les meilleures manières de mener à terme le programme avec des avantages durables. Nous avons tenu à organiser en fait 2 ateliers. Un atelier qui s'est tenu hier qui visait à capitaliser donc les expériences du programme, notamment en ce qui concerne au moins 6 axes d'intervention qui sont donc les résultats attendus donc du programme. Nous avons eu à mener des activités, nous avons fait des réalisations, nous avons eu une certaine démarche, une méthodologie et nous voulions que cela soit partagé pour que d'autres programmes puissent donc aussi s'en inspirer. Et ce matin, c'est la stratégie de sortie parce que nous cheminons vers la fin du programme et nous clôturons plus ou moins un certain nombre d'activités au 31 décembre et nous allons achever, pour ce qui concerne la composante A, des activités jusqu'en fin mars. Donc c'est un devoir pour nous donc, de réfléchir avec l'ensemble des acteurs pour voir comment nous allons nous retirer de façon à ce que ce qui a été fait puisse donc demeurer, que les acquis puissent demeurer, que ce que nous avons comme infrastructure, cela puisse donc durer, que tous les acteurs qui ont bénéficié donc, du programme, qui est une sorte de continuité de l'accompagnement. Mise en œuvre depuis 2013 et ayant pour objectif global de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de contribuer à une croissance économique nationale et une réduction de la pauvreté, que pouvons-nous retenir en termes de résultats? Nous avions eu à accompagner au moins 914 opérateurs économiques, dont 53 grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, donc qui sont essentiellement dans le domaine donc, de la transformation. Et nous avons eu également, au niveau donc, de la sous-composante A1, à mobiliser des investissements privés de près de 7,5 milliards pour accompagner les opérateurs économiques. Au niveau de la composante B, nous avions pu accompagner la mise en œuvre du PNSR 1, le programme national du secteur rural. Nous avions élaboré un logiciel de budget programme qui va permettre aux différents ministères, notamment qui interviennent dans le secteur rural, l'environnement, les ressources animales et l'agriculture, de disposer d'un outil, d'un logiciel qui puisse leur permettre donc de planifier les investissements. Les bénéficiaires de ce programme saluent cette initiative du gouvernement burkinabé. À partir du moment où la porte d'entrée du PCESA au niveau des régions, c'est la collectivité région, faisant du même coup le président du conseil régional, le président du comité d'approbation des projets, ce qui veut dire que cela rentre en droite ligne de la politique nationale en matière de développement, qui veut que les collectivités se prennent en charge et assument la promotion du développement au niveau de la base. Donc l'action du PCESA, c'est une action qu'il faut féliciter et travailler
préserver les acquis. Intervenant dans plusieurs régions du pays et prenant en compte les filières telles que le maïs, le niébé, le bétail viande, le karité et la gomme arabique, les objectifs du PCESA ont été atteints car la majeure partie des activités prévues ont été réalisées, affirme la représentante du ministre de l'Agriculture. Suite de cette édition, et je vous l'annonçais en titre, du 1er au 10 décembre 2020, le RENLAC tient sa 15e édition des traditionnelles journées nationales du refus de la corruption sous le thème transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Cette année, ces journées se veulent assez distinctes. Découvrons donc la particularité de cette édition avec Jonas Tondé, Odette Zouangena. Cette conférence, c'est le démarrage des activités de la 15e édition des traditionnelles journées nationales du refus de la corruption organisée par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Prévu s'étendre sur 10 jours, ces 15e journées se veulent singulières. La particularité d'abord, c'est le thème. Parce que s'il est vrai qu'on a déjà parlé des questions minières, c'est la première fois que nous inscrivons donc ce thème-là. Et d'autres particularités, c'est que nous avons programmé des actions dans les villes minières que sont Yunga et Sapsé. Et les CRAC aussi vont faire des actions dans les villes minières de leur ressort territorial. Ça veut dire qu'on veut s'approcher encore davantage des populations qui sont les plus impactées. Outre Ouagadougou, les JNRC auront lieu dans les villes minières ainsi que dans les 5 régions qui abritent les comités régionaux anticorruption. Plusieurs activités seront au menu du programme. Des personnes en tout cas donc du secteur minier, et on aura le ministère et on aura donc des professeurs d'université donc qui vont passer pour essayer donc d'échanger donc sur pas mal de questions sur le code minier et sur la responsabilité sociale donc des entreprises minières. Sur la question aujourd'hui, si les mines ne nous rapportent pas aujourd'hui comme on le souhaiterait, est-ce que passer par la voie des nationalisations ne pourrait pas être une solution? Ça, c'est une question qui sera abordée. Et aussi donc la lutte contre donc la corruption donc dans le secteur. Je crois que c'est un peu un ensemble donc de thèmes comme ça qui seront abordés donc qui seront donc au menu. Maintenant aussi il y aura des projections. Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso est le thème de ces journées qui se tiendront du 1er au 10 décembre 2020, dont l'objectif phare est le renforcement de la prise de conscience des populations en suscitant en elles des initiatives citoyennes de lutte pour une gestion saine et transparente des ressources minières pour que celles-ci contribuent véritablement au développement socio-économique du pays des hommes intègres. Un autre sujet dans cette édition, l'esclavage, un phénomène très actuel. Il recouvre de nombreuses réalités comme le travail forcé, le mariage forcé ou la traite d'êtres humains. Ce mercredi 2 décembre se célèbre à travers le monde entier la journée internationale de son abolition. L'esclavage, un phénomène toujours très contemporain. En ce 2 décembre, journée internationale pour son abolition, les Nations Unies rappellent un chiffre accablant, plus de 40 millions de victimes du travail forcé dans le monde. Or, c'est loin d'être la seule forme d'esclavage moderne, comme le rappelle cet expert. À travers le monde, il y a des pays où il est beaucoup plus présent qu'en Europe. Mais il existe dans tous les pays. Ici, au Royaume-Uni, il y a un problème d'esclavage moderne dans l'ensemble du pays. Et il revêt différentes formes. Le travail forcé, le mariage forcé ou encore l'exploitation sexuelle partout en Europe à divers degrés. La liste est bien plus longue encore. Travail des enfants, enfants soldats et traite d'êtres humains. Pour lutter contre cette réalité, l'Organisation internationale du travail appelle notamment 50 pays au moins à ratifier son nouveau protocole juridiquement contraignant sur le travail forcé.
Politique dans cette édition, les Israélites souhaitent une bonne fête nationale aux Émirats arabes unis et se réjouissent de la normalisation conclue entre les deux pays. Ils disent espérer que de nombreux touristes émiratistes visiteront l'État hébreu très prochainement. Voyons donc ces propos dans ce élément. Ici en Israël, on vous envoie toutes nos félicitations, nos bénédictions et nos vœux de succès. Restez toujours aussi charmants. On vous adore. Et ça, c'est pour vous. Cette paix ne devrait nous apporter que du bon et on devrait devenir amis. Alors yallah, nos plages vous attendent et même si les vôtres sont plus belles, on sera ravis de vous accueillir. On vous envoie tous nos vœux de santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre en cette année totalement folle? Shalom, nous vous souhaitons une bonne fête nationale, qu'il y ait la paix entre nous, une paix véritable et fraternelle avec plein de voyages, de tourisme et une économie florissante. Bonne fête nationale. Nous sommes impatients que cette connexion et cette relation entre nous se concrétisent. J'espère qu'elle nous apportera de longues années de prospérité et de santé. J'espère qu'ils continueront à prospérer, à se développer et que nous réussirons à nous intégrer. J'espère que nous participerons mutuellement au succès de chacun. De tout mon cœur, je vous envoie tous mes vœux en espérant que des jours meilleurs nous attendent. J'ai été contente d'apprendre qu'il y a la paix entre nos deux pays. J'espère que ça va continuer et que nous en profiterons, qu'ils nous inviteront chez eux et qu'ils viendront chez nous aussi. Bonne fête nationale! Le monde entier a besoin de calme, surtout dans ces régions. Il faudrait que des relations de réciprocité se tissent, que les peuples se comprennent. Et nous devrions être heureux tous ensemble. Ça devrait faire décoller l'économie. Ça devrait tout améliorer. Ça serait sympa pour tout le monde. Je dis un grand Mazal Tov à tous les habitants des Émirats arabes unis pour cette 49e fête nationale. Je vous souhaite de l'amour et de la joie. Voilà donc pendant que certains se réjouissent, le Soudan pose une nouvelle condition aux États-Unis pour la normalisation de ses relations avec Israël en réclamant son immunité face à la justice. Khartoum pourrait en effet être poursuivi pour son implication dans certains attentats tels que ceux du 11 septembre en raison de ses liens avec Al-Qaïda. Dès le départ hésitant, le pas soudanais vers la normalisation avec Israël continue de tâtonner. L'ultimatum a été lancé, rapporte le New York Times. Il n'y aura pas d'ouverture diplomatique avec Jérusalem si les États-Unis ne garantissent pas à Khartoum l'immunité contre de futures poursuites judiciaires pour terrorisme. Un calendrier est avancé. Washington a jusqu'à fin décembre pour avaliser cette requête. Déjà au moment d'accepter de devenir le 3e pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, le Soudan avait posé ses conditions. Être retiré de la liste noire des pays parrainant le terrorisme. Une base de négociation qui ne manque pas de diviser aux États-Unis. Si Mike Pompeo a promis à Abdel Fattah al-Burhan l'approbation imminente de cette loi d'immunité, le débat continue au Congrès. Plusieurs sénateurs démocrates s'y opposent. Ils n'accepteront pas d'empêcher les Américains touchés par les attentats du 11 septembre de poursuivre le Soudan pour son implication passée avec Al-Qaïda. Avec la menace de compensation aux victimes du terrorisme, Khartoum redoute un impact sur les financements étrangers. Sans eux, le Soudan pourra difficilement sortir de la grande pauvreté et de l'instabilité politique. Instabilité exacerbée par l'afflux de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés éthiopiens à sa frontière. Alors que l'administration Trump prépare déjà la cérémonie officielle de normalisation des relations entre Khartoum et Jérusalem, l'ambassade d'Israël à Washington a refusé pour l'heure tout commentaire sur ce nouveau tournant dans les négociations avec le Soudan. Un fait de société dans cette édition, en s'installant à la campagne, des milliers d'Italiens pratiquant le télétravail participent à la dynamisation des zones rurales. Découvrons cela ensemble dans cet élément. S'assurer d'avoir une connexion Internet était à peu près la seule préoccupation de Giacomo quand il a décidé de quitter Milan, après y avoir vécu 40 ans, pour s'installer ici à San Simone, un village de montagne situé à 2 heures de la capitale lombarde. Comme beaucoup d'Italiens, il est devenu un déserteur de ville. Une personne qui décide de quitter la ville est quelqu'un qui a tellement vécu qu'elle n'arrive pas à l'imaginer dans une forme non urbaine. Je dirais donc que le vrai déserteur de ville est quelqu'un qui peut garder l'expérience urbaine
dans une forme qui n'est pas typiquement urbaine. Selon Giacomo, la pandémie de Covid-19 a opéré un changement de la ville telle que nous la connaissons traditionnellement. L'influence urbaine s'étend désormais au-delà des métropoles. Dès que la ville est menacée, le citadin qui se sent libre et connecté doit trouver de nouveaux lieux pour se réinventer. Depuis le mois de septembre, de plus en plus de citadins ont pris contact avec les autorités locales de cette vallée dans le but de s'y installer. San Simone fait partie de la commune de Valeve, où vivent 130 habitants. San Simone et un autre village sont les deux localités les plus demandées. Mais qu'est-ce que cela implique pour une si petite municipalité? Ces nouveaux arrivants sont une aubaine pour l'économie locale. Ils créent un lien plus fort entre la ville et la campagne, et ils sont aussi une nouvelle source de revenus indispensable dans une période où le tourisme est en berne. Nous recevons 1 à 2 demandes par jour, ce qui est beaucoup pour nous. Nous essayons de répondre aux demandes en offrant la dernière génération de technologies connexion Wi-Fi pour permettre à ces personnes de faire du télétravail. Les déserteurs de ville vont aussi permettre de relancer le tissu économique des campagnes. Cette entrepreneuse s'en réjouit. Les zones de montagne ont perdu beaucoup de leur population au fil des années. Nous avons donc besoin de plus de familles qui ont des enfants et de personnes qui peuvent travailler ici même si elles sont loin de leur bureau. Ici, le temps semble être long, mais cela peut être profitable. Tout ne changera pas immédiatement, mais nous sommes patients. Tout ceci n'est pas négatif. Giacomo a décidé de venir à la campagne parce qu'il pouvait faire du télétravail. Reste à savoir si cette façon de travailler à distance continuera après la pandémie. Et nous parlons d'astronomie avant de refermer ce journal. C'est la fin d'un géant, le célèbre radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico, utilisé par les astronomes du monde entier et qui avait permis de découvrir les premières planètes en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil s'est effondré ce mardi après 57 ans de service. C'est la fin de cette édition, mais avant, je reprends pour vous les grands titres développés dans ce journal. Du 1er au 10 décembre 2020, le REN Lacatien, sa 15e édition des traditionnelles journées nationales du refus de la corruption. Le lancement officiel des activités a eu lieu hier mardi. Et l'esclavage, ce phénomène qui mine encore notre monde actuel, ce 2 décembre, la communauté internationale célèbre la journée de son abolition. Fin de ce journal, merci à vous qui nous avez reçus depuis le Passoré, depuis la ville de Yako. Bonsoir chez vous, Daniel Vedrago a réalisé ce journal.